Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Le point de départ de notre discussion, c'est une performance individuelle assez fascinante. Ouais, fascinante, c'est le mot. Dans le contexte ultra compétitif du football professionnel, parce que généralement, quand le coup de sifflet final retentit, le réflexe naturel qu'on a tous, c'est de regarder le tableau d'affichage. Bien sûr. L'équipe a gagné, l'équipe a perdu, fin de l'histoire. Voilà, fin de l'histoire. Mais notre mission aujourd'hui, le but de cette analyse en profondeur, c'est justement de dépasser cette lecture binaire. C'est ça, d'aller chercher ce qui se cache derrière. Exactement. On va prendre une série de statistiques très précises et on va les déconstruire. Tout ça pour comprendre l'empreinte réelle d'un joueur sur le jeu. Et pour ça, on a une excellente base de travail. Ouais, on se base sur un rapport qui est particulièrement riche, qui a été rédigé par Thiel Alcel. C'est le correspondant à Dakar pour Sénépost. Un rapport très détaillé, oui. Et ce qui est vraiment passionnant ici, c'est de voir comment une simple grille de données, qui pourrait sembler très clinique au premier abord, Très froide, ouais. c'est ça, très froide, eh bien comment ça dessine en fait une véritable philosophie de jeu. C'est toute la subtilité de l'analyse sportive moderne, tu vois. Les chiffres bruts, pris isolément, ils ont cette fâcheuse tendance à masquer les dynamiques profondes d'un match. Ouais, totalement. On a longtemps eu l'habitude de glorifier uniquement le buteur ou le joueur qui fait un sauvetage spectaculaire sur sa ligne. Le côté très visuel du foot, quoi. Exactement. Mais en plongeant dans un rapport chiffré comme celui-là, on découvre ce qu'on pourrait appeler l'architecture invisible d'une rencontre. L'architecture invisible. J'aime beaucoup le terme. La valeur réside pas dans le chiffre lui-même, mais plutôt dans la corrélation entre plusieurs statistiques. Mise bout à bout, elle révèle une intention tactique très claire sur le terrain. Bon, décortiquons tout ça. Pour donner un peu de chair à cette idée, posons d'abord le cadre de cette rencontre de Première Ligue. Ouais, plantons le décor. Leur rapport nous indique une opposition entre Everton et Burnley. Ça s'est soldé par une victoire nette de 2-0 pour Everton. Un résultat solide. Très solide. Et la chronologie des buts est hyper intéressante. On a Tarkowski qui ouvre le score à la 32e minute, Juste avant la mi-temps. à la 60e minute. Cette chronologie, elle mérite vraiment qu'on s'y arrête un instant, surtout face à un adversaire avec le profil de Burnley. C'est une équipe assez rugueuse, non ? Ouais, c'est une équipe traditionnellement reconnue pour ça. Une capacité à imposer un bloc défensif très dense, très physique, et qui cherche souvent à frustrer l'adversaire. Donc marquer à ce moment-là, c'est stratégique. Marquer à la 32e minute juste avant la pause, c'est le scénario idéal pour fissurer ce genre de bloc. Ça force l'adversaire à revoir complètement ses plans dans le vestiaire. À s'ouvrir un peu plus, du coup. Voilà, pour chasser l'égalisation. Et le deuxième but à l'heure de jeu, c'est le coup de grâce tactique. Il intervient au moment exact où l'équipe adverse est censée intensifier sa pression. Cette obligation pour Burnley de sortir de sa coquille, de laisser des espaces, ça a créé le contexte parfait pour la performance qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. C'est clair, le terrain a été préparé. Le rapport de Sénépost met en lumière un acteur clé de cette victoire. L'international sénégalais, Iliman Ndiaye. Un match plein pour lui. 89 minutes disputées, et il a délivré une passe décisive. Et quand on commence à regarder ses statistiques de plus près, on réalise qu'il a été le véritable métronome de cette rencontre. Le chef d'orchestre. Le premier chiffre qui capte l'attention, c'est sa note globale. Le rapport lui donne un 7,1. Ce qui est une très bonne note. Très bonne, ouais. Mais surtout, et c'est là que ça devient fou, le rapport comptabilise 80 touches de balle. 4 mains, c'est énorme pour un joueur à vocation offensive. Un volume colossal, ouais. C'est un volume qui indique une influence directe sur le rythme du match. Tu vois, toucher le ballon 80 fois, ça signifie que ses coéquipiers l'identifient comme la solution préférentielle. Pour faire progresser le jeu. Exactement. Il ne s'est pas contenté d'attendre le ballon dans des zones dangereuses. Il est vraiment descendu chercher pour organiser l'animation. Et il ne s'est pas contenté de le toucher, ce ballon, il l'a bonifié. C'est là que les données de distribution deviennent vraiment saisissantes. Vas-y, donne-nous les chiffres. Sur l'ensemble de la rencontre, il a réussi 54 de ses 58 passes. Ce qui fait Un taux de précision de 93%. 93%, c'est clinique. Mais ce qui donne vraiment du relief à ce chiffre, c'est la zone dans laquelle ces passes ont été effectuées. Le rapport précise que sur 28 tentatives dans le dernier tiers du terrain, La zone la plus difficile. il en a réussi 25. Donc, 89% de réussite dans la zone de vérité. C'est ça, 89%. Cette statistique spécifique sur le dernier tiers, elle est fondamentale pour évaluer le niveau d'un créateur. Le dernier tiers, c'est l'entonnoir. Là où il y a le moins d'espace. Voilà, l'espace se réduit drastiquement, les défenseurs adverses sont les plus regroupés, la pression est féroce. Maintenir 89% de réussite dans ce secteur, c'est pas anodin du tout. Ça prouve une sacrée résistance à la pression. Une capacité exceptionnelle à traiter l'information sous pression, oui, et il faut ajouter à ça la création d'une occasion franche. Ça montre que c'était pas stérile.
Elle visait vraiment à déséquilibrer Burnley. Absolument. Et il y a aussi ce petit détail sur le jeu long. 2 passes longues réussies sur 2 tentées. Un sans faute. Un sans faute, qui prouve qu'il pouvait aussi bien jouer court dans les petits espaces que renverser le jeu quand c'était nécessaire. C'est la palette complète du milieu créatif. Mais là, ici, ça devient vraiment intéressant. Parce que la lecture de ces statistiques, elle prend une tournure inattendue quand on s'intéresse à son implication dans les duels. Ah, le fameux paradoxe. C'est un contraste tellement fort qu'il ressemble presque à une anomalie statistique. Le paradoxe du créateur. Que disent les chiffres exactement sur ce point? C'est le jour et la nuit comparé à sa distribution. 0 centre réussi sur une tentative. Ok. 0 duel aérien gagné sur un seul disputé. Donc il n'a pas du tout pesé dans les airs. Pas du tout. Mais surtout au sol, il n'a remporté que 3 de ses 10 duels. 3 sur 10, hein? C'est un très maigre 30% de réussite face à l'adversaire. Et au niveau des dribbles, c'est correct, mais c'est pas dominant. Il est à combien, Val? 3 sur 5, soit 60%. D'accord. En regardant ça, on pourrait être tenté de se dire qu'il s'est fait bousculer tout le match, qu'il a subi physiquement, C'est l'interprétation facile, ouais. mais j'ai une toute autre théorie. En croisant ce faible taux de duel, avec ses 93% de passes réussies et ses 80 ballons touchés, j'ai plutôt l'impression qu'il a sciemment refusé le combat physique. C'est une excellente déduction. C'est comme s'il avait compris que lutter physiquement contre une équipe réputée pour sa robustesse, c'était une perte de temps. C'est exactement ce que cette asymétrie statistique révèle. Ce qui est fascinant ici, c'est que nous sommes face à l'illustration parfaite de l'évitement tactique. L'évitement tactique. Oui, dans le football de haut niveau, le duel physique, c'est souvent la conséquence d'un mauvais positionnement ou d'une conservation de balle trop longue. Si on garde la balle trop longtemps, on s'expose au contact. C'est ça. Si un joueur de son profil ne remporte que 30% de ses duels au sol, mais qu'il dicte le jeu, c'est parce qu'il se positionne dans ce que les analystes appellent les demi-espaces. Pour ceux qui nous écoutent et pour bien visualiser, c'est cette zone de transition un peu ambiguë pour la défense, située juste entre le défenseur central et le latéral. N'est-ce pas, Sam? Tout à fait. Là où personne ne sait vraiment qui doit sortir au marquage. Exactement. En s'installant dans ces poches d'espace, il s'achète un temps d'avance précieux. Avant même de recevoir le ballon, il a déjà cartographié la position de ses partenaires et de ses adversaires. Donc il sait déjà ce qu'il va faire. Ces 80 touches de balle, elles ne sont pas le fruit du hasard. Il flotte entre les lignes, il s'éloigne de la pression, il reçoit et il distribue avec une touche ou deux avant que le défenseur n'ait le temps d'engager le duel. C'est pour ça que son taux de duel remporté est si bas. Voilà, il ne va pas au contact. Il l'esquive par la vitesse de sa réflexion et de sa passe. C'est le triomphe de la perception spatiale sur l'engagement athlétique brut. C'est fascinant de réaliser que la meilleure façon de dominer un match intense en première ligue, ça peut être de ne pas y participer physiquement. C'est contre-intuitif, mais c'est terriblement efficace. C'est l'art d'utiliser le ballon comme un bouclier et le mouvement comme une arme. D'ailleurs, cette réflexion tactique, elle prend encore plus d'ampleur quand on la replonge dans le contexte de la saison globale d'Everton. Si nous relions cela à l'image globale, oui, le classement parle de lui-même. Le rapport décrit bien la situation. L'équipe pointe actuellement à la 8e place avec 43 points. 8e, c'est une position charnière dans le championnat. Ça veut dire que tout est encore possible. C'est le moment de la saison où une équipe peut soit basculer vers une fin de championnat sans grand enjeu, soit vraiment s'accrocher au wagon de tête pour disputer les places européennes. Et c'est là qu'on touche à l'enjeu majeur évoqué par les données de notre source. Le rapport souligne un fait mathématique crucial. Lequel? Everton n'a que 5 points de retard sur Liverpool. Liverpool qui occupe actuellement la 4e place avec 48 points. 5 points, à l'échelle d'une saison, c'est l'épaisseur d'un trait. C'est rien du tout. C'est l'équivalent d'une défaite et d'un match nul de l'adversaire direct. Mais au-delà des mathématiques, il faut réaliser le poids historique de cette course. On parle du